Bonsoir à tout le monde. Merci d'être venus nombreux, mais je ne suis pas surprise non plus. C'est les élections présidentielles de tous les enjeux. Donc, on est tous hâte de savoir comment ça va se passer. Et moi, j'ai hâte que ça soit fini. Donc, je suis par contre ravie que nous avons des intervenants extraordinaires qui sont venus à l'invitation de Gildas Levoguer qui va modérer cette table ronde. Malheureusement, Maude Kessar n'a pas pu être là. Elle a eu un empêchement de dernière minute, mais on a encore le plaisir d'avoir Vincent Michelot qui viennent. Et je tiens à dire que nos deux intervenants ont déjà passé l'après-midi avec une centaine de lycéens et des étudiants. Donc, ils ont déjà présenté cette conférence et pourtant, ils ont de l'énergie pour le renouveler ce soir. Donc, Vincent Michelot de Sciences Po Lyon, professeur de civilisation américaine à l'Institut d'études politiques à Lyon, ancien directeur de Sciences Po Lyon. Et si je continue, ça va être trop long, mais je suis ravie de l'avoir ici. Yves-Marie Perréon de Paris-Panthéon-Assas, professeur de l'histoire et l'anglais et l'économie à l'Université de Paris, Panthéon-Assas, maître de conférence en civilisation américaine. Professeur, pardon, excuse-moi. My cheat sheet is not good tonight. À l'université de Rouen, j'espère que ça va. Non, c'est tout faux que ça? Non, mais alors après, je vais... Bon, Gildas, il va tout corriger pour la... mais et surtout, ils ont écrit des œuvres qui sont à votre disponibilité. Quand vous sortez, il y aura une réception après cette conférence et il y a des œuvres à votre disponibilité de Yves-Marie Perriand, Rendre le pouvoir les présidents américains après la Maison-Blanche, de Washington à Trump, de Vincent Michelot, Le président des États-Unis, un pouvoir impérial, encore de Vincent Michelot, Kennedy, et finalement, de Maude Kessar qui est présente par son livre malgré son absence physique, Stratégie d'influence et guerre de l'information, propagande et diplomatie publique des États-Unis et de la guerre froide. Donc, vous avez de quoi vous informer aussi bien pendant la conférence qu'après la conférence. Et bien sûr, Vincent Michelot et Yves-Marie Perriand sera heureux de dédicacer leur livre à la fin de cette conférence. Donc, je vous souhaite bonne conférence et je vais laisser Gildas corriger toutes mes erreurs sur l'introduction. Non, il n'y a pas d'erreur. Merci, Madame la Présidente, et en espérant donc que eh bien, nous avons une présidente à l'Institut franco-américain, espérons que ce soit de bon augure pour la suite. Alors, on avait, donc cet après-midi, on a eu une séance avec des lycéens et des étudiants. Et bon, on s'est dit que ce serait peut-être bien d'avoir un petit PowerPoint pour présenter un petit peu les choses. Alors après discussion, on a décidé de conserver le PowerPoint pour appuyer notre table ronde. Et vous allez voir la présentation. Donc, il y a un certain nombre de photographies et quelques petits clips vidéo relativement courts pour présenter cette élection américaine et présenter les grands moments de l'élection américaine depuis janvier 2024. Alors, un petit dessin pour commencer, et ça c'était avant tout à l'attention des lycéens et des jeunes étudiants. L'élection américaine, évidemment, c'est quelque chose qui intéresse a priori tout le monde au sens strict du terme, comme nous le rappelle ici avec son petit dessin le dessinateur Chapat, suisse de son État et qui a longtemps travaillé au New York Times, jusqu'au moment où le New York Times a décidé de ne plus publier de dessins humoristiques, pour différentes raisons, mais c'est tout de même dommage. Alors, l'élection ou la campagne électorale commence dès le début du mois de janvier, avec ce moment essentiel du 15 janvier qui est l'Iowa Caucus. Donc c'est le début de ce que l'on appelle les primaires, avec une petite distinction entre les primaires et les caucus. Pour faire très bref, c'est le moment donc où on choisit les candidats pour les deux partis en lice, Parti démocrate et Parti républicain.
Et les primaires traditionnelles, c'est eu un choix, un vote direct, sans discussion. Alors que le caucus, c'est l'occasion, pendant une après-midi, un matin, voire même une journée, de discuter, de présenter les éléments de la candidature. Et donc, c'est un processus qui est un peu plus long. Et ce moment du 15 janvier est observé, bien que l'État de l'Iowa soit un petit État, peu peuplé, rural. Tout le monde a les yeux tout de même focalisés sur cet État parce que c'est celui qui va lancer la procédure. Et si vous vous souvenez, par exemple, en 2008, au moment de l'élection à laquelle se présentait Barack Obama, il avait gagné cet État, ce qui était une indication intéressante puisque on parle d'un État rural à majorité blanche et peu peuplé. Donc voilà les 5 candidats. Il y en a une liste un peu plus longue, mais je ne l'ai pas mise dans son intégralité. J'ai mis les principaux candidats qui se présentaient donc au caucus de l'Iowa. Pendant que, à différents moments, évidemment, Yves-Marie Périllon et Vincent Michelot pourront m'interrompre pour compléter hein, le propos. Les résultats de ce caucus étaient les suivants. Donald Trump arrivait en tête avec 56% des voix. Venait ensuite Ron DeSantis, donc gouverneur de Floride, puis Nikki Haley, elle-même anciennement gouverneure de l'État de la Caroline du Sud. Et elle avait travaillé, comme on le sait également, pour l'administration du président Trump, puisqu'elle était ambassadrice des États-Unis à l'ONU pendant la période Trump. Bon, les deux autres personnages, je ne les connais pas plus que ça, Vivek Ramaswamy et Asa Hutchinson, mais comme vous le voyez, ils ont fait des résultats, des scores très petits et donc se sont retirés assez rapidement de la course. Le moment suivant, il y en a eu d'autres, mais disons le grand moment qui suit, c'est évidemment le moment du 5 mars, c'est-à-dire le Super Tuesday, ce moment où vous avez une douzaine d'États qui vont procéder à un vote des primaires. Donc c'est un moment là aussi qui évidemment est observé et c'est un moment clé où à ce moment, à ce stade, on va se décider si on reste ou pas dans la course. Donc Donald Trump remporte ce Super Tuesday, comme on le voit de manière évidente, avec 71,1% des voix, et Nikki Haley seulement 25,9% des voix. Ron DeSantis s'était déjà retiré de la course et donc Nikki Haley va prendre la même décision peu après. Elle se retire, elle renonce à sa candidature et décide donc de soutenir Donald Trump. Mais comme vous allez l'entendre, avec un petit peu d'amertume dans la voix, un court extrait donc de son intervention. I am filled with the gratitude for the outpouring of support we've received from all across our great country. But the time has now come to suspend my campaign. The suspension comes after Haley lost nearly every Super Tuesday state, only winning Vermont and D.C. The move now clears the field for former President Donald Trump, who has dominated the primary so far. I congratulate him and wish him well. I wish anyone well who would be America's president. Our country is too precious to let our differences divide us. What makes 2020 Quelques commentaires très rapides sur ces primaires. Première chose, on a eu pendant quelques mois, quelques semaines, l'idée que Ron DeSantis pourrait effectivement contester l'investiture républicaine à Donald Trump. Et très très vite, ce que la plupart des journalistes politiques très aguerris aux États-Unis savaient, mais n'avaient pas encore dit de manière très publique, cette candidature Ron DeSantis s'écroule parce que l'homme est irascible, n'aime pas les journalistes et s'entoure mal. Et surtout n'arrive pas à jouer ce rôle de coordinateur de différentes institutions à l'intérieur de la mouvance républicaine. Et dès lors que DeSantis se retire, Nikki Haley sert de faire valoir à Trump, mais pour un résultat qu'il faut observer. C'est la désignation ou l'investiture la plus rapide de l'histoire politique des États-Unis. Jamais un candidat n'a été désigné aussi vite dans le processus.
Et c'est aussi l'idée que le Parti républicain n'existe plus. Puisque Donald Trump, lors de cette campagne des primaires républicaines, a totalement ignoré, a refusé de jouer selon les règles qui étaient posées par le Parti républicain, notamment en ne participant pas au débat. Et même en faisant pire que ça, c'est que pendant que les 7 ou 8 nains, puisque c'est comme ça qu'on les a surnommés souvent, républicains débattaient sur une estrade, lui faisait de la contre-programmation médiatique en notamment programmant des entretiens avec des journalistes de Fox ou de One America, qui sont les deux grands médias conservateurs. Et donc, une campagne qui signale la disparition du Parti républicain, qui est remplacée par la mouvance MAGA, donc Make America Great Again, et puis une investiture qui vient très très rapidement, et donc qui pose des problèmes par la suite. Parce que cette campagne des primaires et des caucus, normalement, elle sert à former les cadres du parti, elle sert à montrer combien le candidat peut être enraciné dans la réalité des différents États, les liens qu'il peut avoir avec les organisations syndicales, les organisations fraternelles, les policiers, les pompiers, les enseignants, et un jeu politique qui devient complètement différent, et notamment aussi dans son aspect médiatique. Donc ces primaires, c'est vraiment le passage à une étape complètement différente du fonctionnement politique américain. Elles ne servent absolument plus le même objectif que traditionnellement, et elles nous livrent ou délivrent un candidat complètement différent de ce que le processus normalement fait valoir. Mais surtout, elles détachent le candidat de ses racines dans le corps politique américain et dans l'électorat américain. Voilà, donc le choix effectué, eh bien l'étape suivante, donc je passe sur un certain nombre de petites étapes, évidemment c'est le grand débat présidentiel, qui a donc, oui, une fois de plus, donc mon dessinateur favori, Chapat. Malheureusement, c'est un moment dans la campagne électorale qui est un moment relativement pathétique, et on va en regarder un court extrait, pas l'intégralité, un court extrait où l'on voit ce débat, et donc notre homme Joe Biden avoir quelques petites difficultés cognitives. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. I mean, billionaires in America. And what's happening? They're in a situation where they, in fact, pay 8.2% in taxes. If they just paid 24% or 25%, either one of those numbers, they'd raise $500 million, billion dollars, I should say, in a 10-year period. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death, and he's destroying Medicare. Oui, alors, là, c'est terrible à regarder. C'est se moquer d'une personne âgée qui perd ses facultés cognitives. Mais Gilda, dans sa grande générosité qui lui est caractéristique, a décidé de ne pas montrer l'extrait le plus cruel de Trump. C'est que là, Trump reprend Biden sur le fait qu'il a dit le contraire de ce qu'il voulait dire, à savoir qu'il a sauvé le Medicare et non pas qu'il a tué le Medicare. Donc le Medicare, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est le système d'assurance publique pour les personnes de plus de 65 ans.
Et donc, lui, il dit « We killed Medicare ». Non, ils l'ont sauvé. Enfin, c'est ce que Biden avait l'intention de dire. Mais dans la même phrase, et c'est pour ça que là, Gilda a été gentil, Trump dit je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire, et d'ailleurs, je ne sais même pas s'il comprend ce qu'il veut dire, lui. Et c'est à ce moment-là, c'est tout de suite que apparaît l'idée que Biden ne peut plus continuer dans sa course électorale. Ça prendra du temps, hein, ça prendra plus d'un mois, mais tout de suite on sait que c'en est fini de la candidature Biden. Et là encore, dans un contexte innovant. C'est la première fois dans une campagne politique américaine qu'on a un débat entre les deux candidats aussitôt. C'est la première fois qu'on a un débat avant l'été. Et j'allais dire, presque cruellement, heureusement qu'on a eu ce débat avant l'été, parce que là, on ne serait pas là ce soir, on serait en train de se lamenter sur ce que sera la prochaine administration Trump. En effet. Alors, avant le retrait de la course de Biden, qu'on va examiner dans un instant, il y a une décision importante qui a été prise pendant l'été. La Cour suprême s'est prononcée à propos de certaines procédures judiciaires concernant le candidat Trump. Et comme vous le voyez à l'écran, elle a déclaré que Donald Trump bénéficiait d'une immunité absolue pour les official acts. En d'autres termes, il savait à partir de là qu'il n'avait plus à se soucier d'un éventuel retrait à cause de la procédure judiciaire qui aurait pu suivre son cours. Mais sur ce sujet, s'il y a des questions, évidemment, et j'espère qu'il y en aura, Vincent Michelot pourra vous répondre avec plus de précision que moi-même. Et puis, 13 juillet, quelques jours plus tard, on a, comme vous le savez, une tentative d'assassinat contre le candidat Trump. Et ceci a lieu 2 jours avant le début de la convention républicaine, qui est ce moment, bien entendu, où les républicains se réunissent et finalisent le processus des primaires et donc vont choisir définitivement leur candidat. Alors à cette occasion, évidemment, il est revenu sur la tentative d'assassinat. Comme on peut le voir, vous voyez en pointant là-haut, au-dessus du podium, vous avez 3 grandes photos qui sont des photos qui ont été prises au moment où il était, je pense, quasiment à genoux après avoir été la cible donc de cet assassin. En fait, là, le cadrage est extrêmement trompeur et manipulateur. S'il a la tête baissée comme ça, c'est parce qu'il a la main d'un agent des services secrets sur la tête qui le pousse pour qu'il est grand, Trump, pour qu'il ne dépasse pas. Mais ce qu'on voit là, c'est plutôt un Trump presque recueilli et satisfait d'être un miraculé, puisque la balle est effectivement passée près, mais c'est un superbe montage photographique. Ouais. Recueillement et miraculé vont effectivement très bien. Donc il propose là à la convention un monologue assez long, avec un passage de 10 minutes autour de cette tentative d'assassinat. Je n'en ai retenu que 15 ou 20 secondes. Ah, on a un petit problème. On l'a eu tout à l'heure, le petit problème technique, mais voilà. I'm not supposed to be here tonight. Not supposed to be here. Yeah. Thank you. But I'm not. And I'll tell you, I stand before you in this arena only by the grace of Almighty God. Amen. Oui, un très très bref commentaire sur cette convention républicaine qui, là encore, détonne par rapport à la tradition. La convention, qu'elle soit du Parti démocrate ou du Parti républicain, c'est le moment de rassemblement. C'est le moment où le parti, que ce soit le Parti démocrate ou le Parti républicain, construit sa grande tente, the big tent,
C'est le moment où on réintègre dans le parti ceux qui ont contesté au candidat investi l'investiture du parti. Là, pas du tout. On fait une toute petite place à Nikki Haley, dont le discours est accueilli avec des sifflets, des boos et autres insultes. Et là, il n'y a plus d'opposition. On est dans une forme de célébration plébiscitaire d'un candidat qui s'est affranchi de toutes les règles électorales, qui en plus vient de nommer à la co-direction du parti sa propre belle-fille. Et on est dans une entreprise de réorganisation quasiment autoritaire du Parti républicain. Et ça, c'est la fin de primaire qui elle-même s'était affranchie de toutes les règles démocratiques normales. Toujours en ce moment de convention, c'est le moment aussi où on choisit le candidat qui va être nommé pour la vice-présidence. Donc c'est le choix qui a été fait, J.D. Vance. Et peu après, les médias, évidemment, avaient des choses dans leur tiroir et sont allés sortir une vidéo datant de 2021 dans laquelle le candidat J.D. Vance s'exprimait à propos des childless cat ladies, c'est-à-dire ces femmes qui n'ont pas d'enfants, mais en revanche ont des chats. Alors je vous laisse découvrir ceci. Don't mess with the cat ladies. A comment made by Donald Trump's running mate J.D. Vance has struck a nerve across the country. He once called Kamala Harris and other politicians childless cat ladies. Now women who have cats and no kids are hitting back, including Jennifer Aniston and a lot of Swifties. As Amber Cogliano reports, the claws are definitely out. Republican Veep candidate J.D. Vance is igniting a firestorm for once calling citizens without children childless cat ladies. We're effectively run in this country via the Democrats, via our corporate oligarchs, by a bunch of childless cat ladies who are miserable at their own lives and the choices that they've made, and so they want to make the rest of the country miserable too. If you look at Kamala Harris, Pete Buttigieg, AOC, the entire future of the Democrats is controlled by people without children. Vance made the comments in 2021 when Tucker Carlson was a Fox News personality. The video has just resurfaced. Alors à noter qu'il ne parle pas uniquement des femmes sans enfants avec des chats, puisqu'il met dans le panier Kamala Harris, AOC, c'est-à-dire Alexandria Ocasio-Cortez, plus Pete Buttigieg, qui est le ministre ou secrétaire au transport et qui est homosexuel, voilà, et qui apparemment n'a pas d'enfant. Donc, si, il a adopté avec son mari un enfant dont il est très fier. Fake news alors. Enfin, là c'était en 21, donc à l'époque c'est plus récent que ça. Non, c'est surtout là encore, ce qu'on ne voit pas dans cet extrait, c'est le contexte dans lequel J.D. Vance fait cette déclaration drôlatique et pathétique plutôt sur les childless cat ladies. C'est qu'en fait, il divise la population américaine en deux catégories. Il y a les gens qui sont productifs et les gens qui ne sont pas productifs. Et donc, les productifs, il faudrait en quelque sorte les éliminer, en tous les cas de la gouvernance. Et ce qu'il propose, et qu'on n'a pas dans l'extrait là, c'est que justement, ces femmes sans enfants ou ces hommes sans enfants, ils payent plus d'impôts. Et donc, il propose une fiscalité différente pour les familles sans enfants. Je vous laisse juge de cette proposition et de cette division de la population américaine. Voilà, peu de jours après, le 21 juillet, le candidat Biden décide de se retirer, évidemment, après de multiples pressions, certainement de son entourage familial et professionnel. Et c'est donc Kamala Harris qui va prendre, qui devient la candidate officielle. Et elle choisit sur le ticket, donc pour la position de vice-président potentiel, Tim Walz, qui est le gouverneur du Minnesota. Et puis, évidemment,
vous avez la grande convention, vous avez eu la grande convention républicaine et bien sûr en août la grande convention démocrate. Donc je ne vais pas m'attarder sur cette convention. Néanmoins, j'ai retenu juste un petit extrait vidéo. Elle a reçu, Kamala Harris, le soutien de nombre de femmes notamment, et en particulier le soutien de Michelle Obama. Et nous allons l'écouter juste pour 10 ou 15 secondes. Vision. Look, I don't care how you identify politically, whether you're Democrat, Republican, Independent, or none of the above. This is our time to stand up for what we know in our hearts is right. To stand up, not just for our basic freedoms, but for decency and humanity, for basic respect, dignity, and empathy, for the values at the very foundation of this democracy. It's up to us to remember what Kamala's mother told her. Don't just sit around and complain, do something. So, if they lie about her, and they will, we've got to do something. If we see a bad poll, and we will, we got to put down that phone and do something. If we start feeling tired, if we start feeling that dread creeping back in, we got to pick ourselves up, throw water on our face, and what? I am feeling ready to go. Très bref extrait ensuite de Barack Obama. Je l'ai conservé parce que Barack Obama nous dit, après avoir pris la parole, qu'il est quand même assez difficile de passer après Michelle Obama. Un commentaire sur cette convention démocrate. Là encore, quelque chose de complètement inédit. On a très peu commenté parce qu'on est dans le feu de l'actualité, on veut toujours savoir ce qui va se passer après. Mais à la fin de cette convention, pour tous les observateurs, pour les historiens, on n'a jamais vu une telle coalition et une telle coagulation se faire autour d'un candidat en aussi peu de temps. Biden se retire de la course le 21 juillet. Quelques semaines plus tard, il n'y a absolument aucun doute qu'elle est la bonne candidate. Alors que justement, c'est une vice-présidente qui a été très contestée, qui n'a pas beaucoup à dire sur ses réalisations en tant que vice-présidente, qui a été gardée dans l'ombre, auquel on a aussi confié des missions quasiment impossibles. Lorsque Biden la désigne comme étant, en quelque sorte, l'envoyé spécial de l'administration Biden sur la frontière avec le Mexique, il y a ça, et puis il y a le poste de Premier ministre en France comme boulot difficile, je dirais. Et on n'a pas assez parlé de la façon dont le Parti démocrate, d'un seul coup, s'est rangé derrière Kamala Harris avec une vitesse absolument supersonique. Et c'est très intéressant, mais ça en dit aussi assez long sur l'état d'angoisse profonde dont étaient saisis les électeurs démocrates. Et ça explique quelque chose d'autre. C'est que toutes les conventions, démocrates ou républicaines, sont suivies généralement de ce qu'on appelle dans les sondages convention bump. C'est-à-dire que le candidat républicain, à l'issue de la convention républicaine, monte de quelques points dans les sondages, pareil pour le candidat démocrate. Et si les sondages plus récents là, des derniers 15 jours sont un petit peu plus inquiétants pour la candidate démocrate, c'est tout simplement parce que son convention bump a duré plus longtemps. Et que là, on est sur une période maintenant dans les sondages de stabilisation. C'est-à-dire que l'effet positif et très positif de la Convention démocrate, qui a été exactement le contraire de la Convention républicaine en termes
d'élargissement et de démonstration de la diversité du parti, il est en train d'arriver à terme et qu'on est maintenant sur 2 candidats qui sont dans la dernière ligne droite, mais sans bénéficier plus longtemps de cet effet positif de post-convention. Et c'est à ce moment-là que les journalistes ont commencé à parler de Kamala Mania, par comparaison avec la Obamania en 2008. Et au début de la convention, les choses n'étaient absolument pas garanties. Et beaucoup de journalistes, d'ailleurs, disaient « Est-ce que cette convention ne va pas ressembler à celle de 1968 à Chicago, du Parti démocrate, où le parti s'était véritablement déchiré autour de l'engagement américain au Vietnam ?» Donc, et effectivement, tout le monde se rallie. Je n'ai pas mis d'extrait, mais on aurait pu prendre un extrait du discours qu'a prononcé AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, qui représente plutôt la partie à gauche du Parti démocrate et qui soutient pleinement donc, la candidate Kamala Harris. Et reprochera, j'avance un tout petit peu, reprochera par exemple à Jill Stein justement de faire acte de candidature. Alors revenons un instant sur l'épisode qui suit, c'est-à-dire la décision de Robert F. Kennedy Jr., qui était candidat indépendant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les 2 grands représentants des partis, ou les 2 grands candidats des 2 grands partis, mais il y a toujours des indépendants, qui dans l'histoire n'ont jamais fait plus de 19%. Je crois que c'est 19% qu'avait fait Ross Perot en 1992, mais ça n'a jamais été au-dessus. Bon, voilà. Et donc, il décide, Robert Kennedy, de se retirer et de soutenir Donald Trump. Mais il reste quelques candidats indépendants, en particulier donc Chase Oliver du Parti libertarien et Jill Stein du Parti vert ou écologique. Et évidemment, on adresse des reproches, et en particulier, Vincent, au moment de la campagne électorale de 2000. Oui, en fait, on se focalise beaucoup sur ces tiers candidats pour une seule raison, c'est que, première chose, comme l'a rappelé Gilda, aucun tiers candidat n'a jamais gagné une élection présidentielle, donc ils sont là pas pour faire de la figuration, mais ils sont très souvent ce qu'on appelle en anglais des spoilers, ceux qui gâchent une élection, puisque, vous le savez, sur les 50 États américains, 48 ont dans la désignation des grands électeurs un système de winner-take-all, donc le gagnant rafle la mise. Donc si par exemple vous arrivez en tête, même avec une pluralité des voix, pas avec la majorité, en Californie, vous raflez les 55 grands électeurs de la Californie. Il n'y a pas de proportionnel dans la désignation des grands électeurs. Et donc, un candidat qui va enlever, par exemple, 3 000 ou 4 000 voix à soit Trump, soit Kamala Harris dans un État, qui est un État dans lequel l'élection va se jouer justement à 3 000 ou 5 000 voix, il peut faire basculer l'élection dans un sens ou dans un autre. Il ne sera pas élu, lui ou elle, mais il peut faire basculer l'élection. Et là, on craint effectivement de nouveau que... alors, c'est fini parce que Robert Kennedy, son électorat était plutôt trumpiste, c'était un conspirationniste, anti-vax, qui n'avait de démocrate que le nom de son patronyme. Mais en revanche, Jill Stein peut servir d'exutoire, de vote exutoire à une partie des jeunes Américains plutôt radicaux qui ne pardonneront jamais à Biden, notamment son positionnement sur le conflit à Gaza. Voilà, le choix des candidats ayant été fait, les conventions étant terminées, c'est le moment, le 10 septembre, du premier débat présidentiel. Généralement, il y en a 2, parfois 3, je crois. Ça arrive. Là, il n'y en a eu qu'un. Et on va en regarder juste un court extrait, 2 courts extraits. Kamala Harris, let's have a good debate. The night began cordially before the gloves came off. World leaders are laughing at Donald Trump. I have talked with military leaders, some of whom worked with you, and they say you're a disgrace.
She got 0 votes. And when she ran, she was the first one to leave because she failed. It was their first face-to-face meeting, and their first head-to-head clash on the issues. Voilà, et un deuxième extrait qui ne vous a pas échappé. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. Oui, là, un commentaire, je dirais, comparatif. Est-ce que vous imaginez un candidat même très loin du centre de gravité idéologique français dire que les émigrés haïtiens ou marocains ou sénégalais mangent les animaux domestiques des bons français? Je pense qu'une ambulance et 2 gros infirmiers l'attendraient à la sortie du meeting et que très rapidement le candidat en question serait exfiltré. Et on rit tous, on rit de manière un petit peu jaune, mais ce que la presse française a très peu dit, c'est que on pourrait s'attendre à ce qu'un candidat qui fasse de telles déclarations perde 3-4 points dans les sondages, parce que quand même, là, on est allé assez loin. Or, en fait, 0 impact. Les sondages ne bougent pas d'un iota à la suite de ces déclarations. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu ça, mais il y en a eu quelques dizaines supplémentaires du même acabit. Et donc, on est maintenant dans une campagne où on en a fini, par exemple, avec ce qu'on appelait le fact-checking. C'est-à-dire que les journalistes ne s'aventurent même plus à vérifier la réalité des propos des candidats, parce que, bon, avec Trump, ça prend un temps infini. Mais en revanche, on est dans l'émotion. En fait, de quoi s'agit-il dans le discours de Trump? Vous l'aurez compris, il s'agit de susciter de la haine, de la réprobation vis-à-vis des immigrants au sens général du terme, et de le faire de la manière la moins subtile possible, de manière à susciter des émotions, parce que, et ça je crois que c'est beaucoup plus important que la réaction de Taylor Swift, par exemple, à ça, c'est que, en fait, aujourd'hui, les 2 candidats ne cherchent plus vraiment à convaincre rationnellement les électeurs, parce que ces électeurs rationnels, informés, ils ont fait leur choix depuis longtemps. Et la seule question qui se pose, c'est de savoir s'ils iront voter ou pas. Mais s'ils vont voter, ils savent pour qui ils vont aller voter. En revanche, le petit réservoir d'électeurs, il n'est pas énorme. Les politistes considèrent qu'il y a à peu près aujourd'hui 3% d'électeurs américains qui sont encore indécis. Mais ce petit réservoir d'électeurs, ce sont des électeurs mal informés, très peu socialisés au sens civique du terme, et qu'on ne va pas atteindre par un discours rationnel sur tel ou tel programme de fiscalité, ou tel programme sur géopolitique, ou tel programme sur l'immigration. Il faut susciter des émotions, il faut en quelque sorte forcer les gens à se mettre en contact avec ce qu'ils ont de pire en eux, à savoir le réflexe d'autoprotection, le réflexe de peur. Et la campagne de Donald Trump, actuellement, est une campagne dystopique. C'est le discours qu'il fait, qui fait le 20 janvier 2017, lorsqu'il prend ses fonctions, qui décrit une Amérique en guerre, une Amérique en ruine, une Amérique au bord de la guerre civile. C'est un discours qui est très, très
modéré par rapport à l'Amérique que décrit aujourd'hui Donald Trump dans ses meetings, qui est une Amérique mais totalement ravagée. Et lui, il est le seul qui est au bord du précipice et peut empêcher que l'Amérique ne saute dans le vide. Et donc, on n'est plus au niveau de la pédagogie de la candidature, on est au niveau de l'émotion brute. Et c'est pour ça aussi qu'on doit utiliser des médias différents, des canaux d'information différents, parce que les médias traditionnels, les formats traditionnels d'échange entre le candidat et ses électeurs n'ont plus cours. Et il y a un article très intéressant ce matin dans le New York Times sur le fait que lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie, Trump a eu tout un tas de problèmes techniques. Et puis ensuite, il y a eu 2 personnes qui se sont évanouies dans son auditoire et qui... il a fallu arrêter pour évacuer ces 2 personnes et autres. Et puis au moment où le meeting allait reprendre, c'était un town hall meeting où le candidat répondait à des questions, il a refusé de continuer à répondre à des questions. Et ce qu'il a fait, il a dit « on va écouter de la musique ensemble ». Et il y a une demi-heure, c'est hallucinant, j'ai regardé quelques extraits dans le train ce matin, c'est hallucinant parce que ils écoutent de la musique ensemble, ils chantent, et il y a Donald Trump qui dodeline de la tête sur l'estrade, et en fait, c'est du bonding. On est bien, on est avec toi. Mais c'est vraiment, si je vous raconte cette anecdote, c'est parce qu'on arrive au degré 0 de la communication d'idées, de programmes. C'est simplement, les gens sont là, parce qu'ils sont heureux d'être avec Donald Trump, et c'est ce qu'ils souhaitent susciter, et pas du tout de communiquer sur ses projets. Tu m'as dit que tu t'étais endormi dans le train, donc c'est en fait Donald qui t'a bercé, c'est ça? Exactement. Non, mais c'était la première partie, parce qu'il était un peu tôt ce matin. D'accord. Alors, un peu plus civilisé, le débat entre les... Parce qu'il n'y a eu qu'un débat présidentiel. Trump a refusé de faire une deuxième manche avec Kamala Harris, donc un peu plus civilisé. Ou civique, plus apaisé, si on veut, le débat entre les 2 candidats à la vice-présidence, J.D. Vance à gauche et Tim Walz à droite. Donc j'ai retenu, et on arrive à la fin de notre parcours de cette campagne électorale, enfin, presque, j'ai retenu ce moment où Tim Walz va évoquer le 6 janvier 2021, c'est-à-dire ce moment où il y a eu l'émeute ou l'insurrection, il y a discussion autour du qualificatif à utiliser, lorsque, effectivement, un certain nombre d'individus ont essayé de prendre d'assaut le Capitole, le Congrès. Et vous allez voir que J.D. Vance pose ensuite une question à Tim Walz au sujet donc, de l'élection, du résultat de l'élection de 2020. This is one that we are miles apart on. This was a threat to our democracy in a way that we had not seen. And it manifested itself because of Donald Trump's inability to say. He is still saying he didn't lose the election. I would just ask that. Did he lose the 2020 election? Tim, I'm focused on the future. Did Kamala Harris censor Americans from speaking their mind in the wake of the 2020 COVID situation? That is a damning non-answer. It's a damning non-answer for you to not talk about censorship. Voilà, et ce qui me permet avec cet épisode de donner la parole, voire de rendre la parole à Yves-Marie Péréon, qui a donc écrit un ouvrage autour de cette question, rendre le pouvoir, les présidents américains après la Maison-Blanche, de Washington à Trump. Donc Yves-Marie va nous proposer quelques éléments pour mettre tout cela en perspective et essayer de comprendre pourquoi ce moment où Trump refuse de rendre le pouvoir est si important pour la démocratie américaine. Merci, Marie. Merci, Gilda, de me donner la parole. En effet, de novembre 2020 à janvier 2021, après 4 années très mouvementées passées à la Maison-Blanche, Donald Trump a essayé par tous les moyens de conserver le pouvoir
entre ses mains. Avant le déroulement du scrutin, au mois de septembre 2020, il avait laissé entendre qu'il n'en reconnaîtrait les résultats que s'ils lui étaient favorables. Ensuite, il a décliné la possibilité, enfin la coutume qui consiste à téléphoner au vainqueur et à reconnaître sa défaite. Et il s'est engagé dans toutes sortes de manœuvres juridiques ou politiques pour entraver la proclamation des résultats. Toutes ces manœuvres ont fini par échouer et la dernière, le 6 janvier 2021, a pris l'allure d'un putsch raté où la brutalité le disputait à l'inconséquence. Je vous rappelle qu'il y a eu plusieurs morts ce jour-là. Ce faisant, Trump accomplissait une rupture majeure avec une tradition en vigueur depuis près de 2 siècles et demi. Et c'est pourquoi un détour par l'histoire me paraît nécessaire pour prendre la mesure de la transgression, à la fois son ampleur et sa gravité. Ce détour va me conduire à revisiter 2 aspects, à mes yeux, très importants de la culture politique américaine. Tout d'abord, l'héritage washingtonien de transition pacifique au sommet de l'exécutif, et ensuite la constitution progressive, on pourrait parler de sédimentation, du modèle de l'ancien président, modèle que justement Trump n'a pas du tout respecté au cours des 4 années qui se sont écoulées depuis son départ forcé de la Maison-Blanche. Aux États-Unis, en effet, la tradition de transmission pacifique du pouvoir entre un président parvenu au terme constitutionnel de son mandat et un successeur élu dans les mêmes conditions que lui a été inaugurée par le premier d'entre eux, George Washington, qui, comme vous savez, a fait 2 mandats de président, 2 mandats de 4 ans, et en septembre 1796, dans un texte paru d'ailleurs par voie de presse, il n'y avait pas de vidéo pour en attester aujourd'hui encore, a annoncé à ses concitoyens qu'il ne souhaitait pas concourir pour un 3e mandat, alors qu'il aurait très vraisemblablement été réélu. Il a donc posé un premier précédent. Le second précédent auquel je vais faire allusion est beaucoup moins connu, en tout cas en France, c'est celui que son successeur, John Adams, a établi en décidant, après sa défaite au terme d'un premier mandat, de ne pas contester cette défaite et de se retirer lui aussi de la vie politique. Et la plupart de leurs successeurs à la Maison-Blanche ont quitté le pouvoir, soit parce qu'ils ont refusé de briguer un 3e mandat alors qu'ils en avaient déjà fait 2 et que rien ne leur interdisait de briguer un 3e mandat à l'époque, soit parce qu'ils ont été battus. Alors certes, il y a d'autres manières de quitter le pouvoir et de le rendre d'une manière qui n'est pas volontaire. La mort peut être naturelle ou causée par un assassin. Et comme vous savez, 4 présidents des États-Unis ont été assassinés, ce qui fait beaucoup. Dans un cas comme celui-là, la mort du président ne provoque pas une vacance du pouvoir puisque le vice-président le remplace et achève le mandat entamé par son prédécesseur. La maladie peut aussi empêcher un président d'exercer concrètement ses fonctions. Et depuis 1967, le 25e amendement prévoit que si le vice-président, entouré des membres du cabinet présidentiel, constate l'incapacité du titulaire de la fonction à exercer dans des conditions satisfaisantes le mandat pour lequel il a été élu, dans ce cas-là, le vice-président va le remplacer. Et enfin, le président est susceptible de faire l'objet d'une procédure d'impeachment qui, dans le cas où elle est menée à son terme, peut conduire à sa destitution. Alors ces 2 derniers cas ne se sont jamais présentés puisque le 25e amendement n'était pas en vigueur en 1919 lorsque le président Woodrow Wilson a été frappé d'une attaque cérébrale qui l'a empêché de terminer dans des conditions satisfaisantes son second mandat et que, comme vous savez aussi, Richard Nixon, qui venait d'être réélu en 1972, a décidé de démissionner en août 1974, anticipant la probable destitution qui elle-même aurait suivi l'engagement formel d'une procédure d'impeachment. Quelles qu'aient été les modalités du retrait ou de l'effacement du président sortant, ce transfert ordonné du pouvoir exécutif nous paraissait aller de soi jusqu'à ce que les événements du 6 janvier 2021 en démontrent la fragilité. Pour autant, Trump ne pouvait pas ignorer que l'obligation faite au chef de l'État désigné par le suffrage de ses concitoyens de se retirer à une date prédéterminée
est un des critères les plus importants qui permettent de distinguer une démocratie de type électif, présidentiel, de toute autre forme de régime, comme par exemple une monarchie héréditaire, une dictature militaire ou encore un régime de parti unique. En effet, à la différence de l'onction des urnes, et on parle d'onction encore aujourd'hui dans le langage courant en France en se référant à la cérémonie du sacre, hein, qui elle était celle de la monarchie d'avant la Révolution, d'avant 1789, l'onction des urnes ne vaut que pour une durée limitée. Et cette durée s'énonce en peu de mots aux États-Unis, c'est 4 ans, renouvelable une fois, donc un total de 8 ans. Et ces règles ont été fixées par étapes. Il s'agissait tout d'abord de déterminer la durée du mandat du président, qui se substituait au roi d'Angleterre, enfin au roi George III, contre lesquels ces sujets s'étaient révoltés. Et il fallait ensuite que les présidents se conforment à cette règle d'une durée maximale de 4 ans. Et c'est la raison pour laquelle Washington a posé un acte d'une extrême importance en décidant de se retirer au terme de ces 2 mandats, donc 2 fois 4 ans. Et pour se persuader de ce caractère exceptionnel de la décision de Washington, il suffit de penser à tous ces hommes exceptionnels qui, au XIXe siècle, ont décidé de conserver le pouvoir à titre viager ou héréditaire. Pensez par exemple à Napoléon Ier, à Napoléon III, qui après tout est notre premier président de la République. Et je vous renvoie, puisque nous sommes à Rennes, aux pages immortelles de Chateaubriand dans ses Mémoires d'outre-tombe, le parallèle de Washington et de Bonaparte, où il compare justement ces deux héros, sachant qu'à ses yeux, un seul d'entre eux est un véritable héros. Bien sûr, il s'agit de Washington. Et à l'exception de Franklin Roosevelt, tous les successeurs de Washington qui ont été élus à 2 reprises ne sont pas parvenus, soit volontairement, soit parce qu'ils ont échoué, à briguer un 3e mandat. Alors la 3e étape de ce processus a été le vote du 22e amendement qui a consacré le précédent de 1796 en instaurant une limite constitutionnelle de 2 mandats. Alors la décision de Washington ne faisait pas que conforter les institutions de la jeune République. Elle donnait naissance à une figure totalement nouvelle dont l'existence est à la fois la conséquence logique et aussi la condition du retrait du pouvoir. C'est l'apparition de la figure de l'ancien président. Et cet ancien président, donc, il a un rôle qu'on peut qualifier de très secondaire dans la vie politique aux États-Unis aujourd'hui. On a vu, par exemple, Barack Obama s'adresser à la convention de son parti. Ce n'est évidemment pas lui qui décide du choix des délégués. Évidemment, ici, il faudrait que des historiens se penchent plus en détail sur le déroulement de la séquence qui a débuté avec le retrait de Joe Biden et au vote des délégués démocrates pour savoir quel aura été son rôle véritable. Enfin, le fait est tout de même que les anciens présidents ne sont pas des acteurs de premier plan de la vie politique, mais néanmoins, ils ont un rôle très original. Il ne s'agit pas de leader d'une majorité parlementaire qui serait temporairement défait et qui attendrait sa revanche. On peut penser par exemple en France à Georges Clemenceau, qui a été une première fois président du Conseil en 1911 et qu'il est redevenu, dans des circonstances exceptionnelles certes, mais de manière tout à fait régulière, en 1917. Il n'est pas non plus un souverain déchu comme Napoléon à Sainte-Hélène ou Charles X en Autriche. Et il n'est pas davantage un ex-dictateur poursuivi pour ses crimes. On peut penser très récemment à la figure du général Jaruzelski, qui a été jugé en Pologne. Et de même qu'il a fallu attendre le milieu du XXe siècle pour que le 22e amendement fixe à 2 au maximum le nombre de mandats présidentiels, il a aussi fallu attendre 1958 pour que l'ancien président trouve juridiquement, alors ce n'est pas constitutionnel, c'est simplement une loi qui a défini ce statut, trouve un statut par l'instauration d'une retraite ainsi que de dispositions destinées à assurer sa sécurité. Ce statut, pour autant, ne lui confère pas une dignité supplémentaire à la manière dont, par exemple, d'anciens premiers ministres britanniques sont anoblis par leur souverain. Vous savez qu'aujourd'hui, Tony Blair est devenu Sir Anthony Blair et que David Cameron est Lord Cameron. Ils ont été l'un et l'autre anoblis par la reine Elisabeth II.
Ce statut d'ancien président ne leur accorde pas non plus un siège dans un tribunal suprême, comme c'est le cas pour le président de la République française, une fois qu'il a quitté l'Élysée, qui siège au Conseil constitutionnel, ou le président de la République italienne, qui siège, non pas dans un tribunal, mais dans une assemblée, en l'occurrence le Sénat, et je crois qu'il s'agit d'un siège de sénateur à vie. Il peut arriver qu'un président des États-Unis, après avoir quitté la Maison-Blanche, soit élu à des fonctions législatives. C'était le cas de John Quincy Adams, qui a siégé très longuement au Congrès en tant que représentant du Massachusetts, ou bien qu'il exerce des fonctions vraiment très éminentes, comme Taft, qui a présidé la Cour suprême. Mais c'est surtout parce qu'il accepte de revenir à son statut de simple citoyen qu'il rend, me semble-t-il, un ultime service de nature très politique à son pays. Alors de Washington à Trump, les anciens présidents ont connu des destinées très diverses. Certains sont morts immédiatement après avoir quitté la Maison-Blanche et avoir accompli entièrement leur mission. On cite souvent le cas de James Polk dans les années 1840, qui en entrant à la Maison-Blanche s'était fixé 4 priorités. Il a atteint ces 4 priorités, il est rentré chez lui et un mois plus tard, il est mort. D'autres, au contraire, ont quitté la Maison-Blanche et ont connu une post-présidence très longue. Je pense que vous avez tous lu dans la presse que Jimmy Carter venait de fêter le 1er octobre ses 100 ans, mais le second président, John Adams, que j'ai mentionné tout à l'heure, est mort le 4 juillet 1826 à l'âge de 90 ans, un âge très avancé pour l'époque, le jour de l'indépendance, du 50e anniversaire de l'indépendance américaine, et donc il a eu une longue post-présidence qui lui a permis non pas d'ailleurs d'agir, mais beaucoup d'écrire. Sa correspondance, si vous mettez la main dessus, est absolument passionnante. La plupart ont accepté leur retraite avec résignation, sinon sérénité. Quelques-uns ont essayé de revenir au pouvoir, sans succès, à une exception, Grover Cleveland, dans les années 1880, un démocrate qui, élu une première fois, a été battu par Benjamin Harrison. Et les deux hommes se sont affrontés à nouveau, et c'est Cleveland qui a gagné. On aurait pu avoir exactement le même schéma si Biden ne s'était pas retiré de la compétition. Alors petit à petit, au fur et à mesure des successions présidentielles, un corpus de pratiques a permis de dessiner une sorte de modèle. Après que l'ancien président a prononcé un discours d'adieu et qu'il a assisté à la cérémonie d'investiture de son successeur, il est attendu qu'il se retire dans sa résidence d'origine, de son état d'origine, et qu'il écrive ses mémoires, ou qu'il signe des mémoires. Il doit aussi se dessaisir de ses archives au profit de l'agence fédérale chargée de la conservation des archives. Alors là, c'est une disposition qui remonte aux années 70 et qui est une des conséquences d'ailleurs du Watergate. Il doit se montrer bon camarade avec les autres anciens présidents. On cite souvent la grande amitié entre Bill Clinton et les deux présidents Bush, le père et le fils. Il doit s'abstenir de critiquer ses successeurs en exercice, et il doit répondre favorablement aux sollicitations de ses successeurs lorsqu'il s'agit de manifester en public l'unité de la nation, par exemple, il est nécessaire de commémorer le 11 septembre 2001. En acceptant de se conformer à ce modèle, c'est un peu comme si l'ancien président renouvelait en somme le fait qu'il ait rendu le pouvoir. Et c'est précisément ce à quoi Trump s'est refusé depuis les événements du 6 janvier 2021. Non seulement il a refusé par tous les moyens de quitter la Maison-Blanche, mais il est parvenu à accréditer l'idée parmi les républicains que l'élection lui avait été volée et que c'était lui qui finalement l'avait gagnée. Et tout à sa logique de refuser sa défaite, il a accumulé les infractions à ce fameux code de conduite informelle que j'ai essayé d'esquisser à l'instant. Comme les deux présidents Adams, le père et le fils, et comme Andrew Johnson, le successeur de Abraham Lincoln, il a refusé d'assister à l'investiture de son successeur. Comme Herbert Hoover, qui avait été battu en 1932 par Franklin Roosevelt, il a critiqué de manière très brutale, voire vulgaire, l'action de son successeur. Dans sa propriété de Mar-a-Lago, il a reçu de nombreux dignitaires du Parti républicain et s'est impliqué très directement dans les primaires de son parti pour favoriser tel ou tel en échange d'un acte de soumission. Comme cela a été, non pas révélé, parce que la chose n'était pas secrète, mais en tout cas mis en lumière par le livre récent de Bob Woodward,
ce légendaire journaliste qui avait porté à la connaissance du public américain l'affaire du Watergate et qui publie toujours des livres. Il a aussi reçu de nombreux dignitaires étrangers, y compris de pays tout à fait respectables comme la Grande-Bretagne, et s'est entretenu au téléphone avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, mais aussi, c'est là que c'était véritablement une révélation, le président Vladimir Poutine. Et ça, c'est véritablement inhabituel parce que des dignitaires étrangers en fonction se rendant à Washington, aux États-Unis, rencontraient Richard Nixon ou bien Henry Kissinger, qui n'est pas un ancien président, mais qui l'un et l'autre avaient la réputation d'être des espèces de grands sages de la politique étrangère, pour leur demander conseil. Mais là, il s'agissait de rencontrer Trump pour lui demander de faire usage de son influence auprès des sénateurs ou des représentants au Congrès. C'est donc un cas de figure totalement différent. Alors, au lendemain de la défaite de Trump, plusieurs éditeurs new-yorkais ont fait savoir qu'ils étaient très réticents à l'idée de publier ses mémoires. Ils craignaient sans doute que des procès puissent advenir à la suite de propos fallacieux ou totalement erronés tenus par l'ancien président dans ses mémoires. Et puis certains de leurs salariés refusaient tout simplement de s'y associer. Pourtant, ça aurait été un bon deal, puisque The Art of the Deal, le livre de Trump de 1987, s'est vendu à 630 000 exemplaires. Donc ça veut dire à quel point il y a un lectorat pour ce type d'ouvrage. Et il y a peut-être 2 ans, Trump a déclaré dans la presse qu'il écrivait, je cite, comme un malade. Bon, finalement, il n'a pas écrit grand-chose puisqu'il a publié 2 ouvrages, mais qu'il n'a pas véritablement écrit puisque l'un d'entre eux est un recueil de photographies et l'autre une collection de lettres échangées avec des personnalités importantes comme la reine Elisabeth, à nouveau elle. Et je vous passerai la manière fort peu relevée dont il a présenté les échanges qu'il avait avec la reine Elisabeth. Comme vous savez aussi, il a refusé de se plier à la règle qui consiste à laisser ses archives à l'administration des archives, et ça lui a valu de voir son domicile perquisitionné par le FBI, ce qui est une première dans l'histoire des anciens présidents. Il s'est enfin abstenu de tout engagement civique au profit d'une cause humanitaire et de participer par exemple aux cérémonies commémoratives du 20e anniversaire du 11 septembre 2001. Tous les autres anciens présidents étaient présents soit à Washington, soit à New York, soit à Philadelphie, enfin dans Pennsylvanie, l'endroit où l'avion s'était crashé. Mais lui, il a préféré commenter un match de boxe sur les réseaux sociaux, et le soir, il s'est rendu quelque part, je ne sais plus où d'ailleurs, mais de manière totalement solitaire. Donc, ça veut dire qu'il est totalement exclu, il s'est lui-même exclu du club des anciens présidents, et il n'a pas assuré ce rôle de père de la nation. Alors la seule cause qui lui tienne à cœur, évidemment, à ce stade est très clair, c'est sa réélection. Et il s'est engagé dans une voie semée d'embûches, d'autant plus dans son cas que parmi ces embûches, il y a toutes les procédures judiciaires qui ont été engagées contre lui. Alors entendons-nous bien, Trump a parfaitement le droit de se présenter pour un 2e mandat. Le 22e amendement ne le lui interdit pas, bien au contraire. S'il était réélu dans quelques jours, il aurait 78 ans au moment de sa seconde investiture, en janvier 2025. Et s'il vivait ensuite jusqu'au terme de son second mandat, il pourrait s'en satisfaire et rejoindre le club des anciens, qui peut-être d'ailleurs ferait preuve de magnanimité et l'accueillerait volontiers dans leur rang. Mais il a déjà défié tant de règles et d'usages qu'on peut tout à fait imaginer ce qui paraît complètement fou bien sûr, il veuille prolonger son séjour à la Maison-Blanche. Évidemment, ce serait totalement inconstitutionnel, et on parlait déjà tout à l'heure, ça paraît infaisable dans le contexte américain, compte tenu de la manière dont la Constitution peut être amendée. Enfin, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous paraît défier l'entendement. Mais il ne paraît pas totalement absurde, en tout cas, de l'imaginer essayant, par tous les moyens, d'obtenir des opinions juridiques pour, ma foi, tenter le coup. Il faudrait bien évidemment qu'il soit réélu et qu'il soit encore là dans 4 ans. Alors, nous n'en sommes pas là. Et je me bornerai simplement à revenir aux 4 années qui s'achèvent et à la manière dont il s'est comporté. Contrevenir de cette façon à toutes les règles qui s'étaient petit à petit établies, ce n'est pas juste une faute de goût. Il n'a pas fait
qu'abîmer la dignité de la fonction qu'il a cessé d'exercer et laquelle il aspire à nouveau, mais il a aussi, ce faisant, poursuivi la contestation de la légitimité de son successeur et entretenu la discorde dans une nation divisée. Cette campagne, en somme dystopique, qu'il a menée, qui était illustrée par tous ces extraits et par les commentaires que vous avez faits. L'histoire, je pense, nous permet de prendre la mesure de la gravité de la transgression, et l'issue de la présidentielle à venir nous sera l'occasion d'évaluer les conséquences de cette transgression dans une démocratie en crise. Voilà, merci. Merci Yves-Marie. Écoutez, on va peut-être, compte tenu de l'heure, déjà il est 19h45, donc peut-être céder la parole à l'assistance. Et pour ce faire, donc, j'emprunterai le micro. Vous tendrez le micro parce que la séance est enregistrée, donc on veut également enregistrer les questions. Voilà, donc... Je vais commencer avec la première question parce que ce soir, on a attendu de vous et on attend encore que vous commentez les enjeux internationaux dans cette course à la présidence aux États-Unis. Alors, je laisse la parole à celui qui voudrait prendre la parole sur cette question. Sur ce sujet, justement, on avait invité Maud Kessar parce que c'est une spécialiste des questions de politique étrangère, mais je pense qu'on a quelques compétences parmi nous qui pourront éventuellement... D'ailleurs, Michelot avait commencé tout à l'heure en parlant du vote démocrate et à quel point il pourrait basculer d'un côté ou de l'autre en fonction de ce qui se passe, notamment au Moyen-Orient. Oui, alors... c'est une élection étrange, là encore, parce que finalement, le dogme ou la doxa en matière de politique étrangère, c'est qu'elle a très rarement un impact sur une élection présidentielle. Les Américains, quand ils décident d'élire un président ou une présidente, prennent très peu en compte les enjeux géopolitiques au sens large du terme. Sauf que on n'est pas dans la même situation, par exemple, que l'élection présidentielle de 1968, quand c'est quand même la guerre du Vietnam qui est au cœur de cette élection présidentielle. Mais c'est la seule, véritablement. On peut aussi parler de l'élection de 1960, qui est vraiment l'élection de la guerre froide, où les deux candidats font assaut d'anticommunisme. Et c'est un concours d'anticommunisme, et le débat Nixon-Kennedy de 60, c'est vraiment savoir celui des deux qui sera le plus anticommuniste et le plus anti-URSS. Mais là, on est dans une situation dans laquelle la politique étrangère déborde et s'insère dans la politique intérieure. On a parlé notamment du problème de positionnement, non seulement des Arabes américains, mais aussi, il faut le dire, des Juifs américains dans ce scrutin. Et puis, le conflit à Gaza, par exemple, a une résonance énorme dans la jeunesse. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le mouvement de soutien à la Palestine est en train un petit peu de s'étioler sur les campus américains et qu'il a du mal à reprendre après ces sommets du printemps. Et puis, il y a quelque chose qui est sans doute beaucoup plus inquiétant, c'est non pas un consensus, parce que les deux partis restent sur des positions, et les deux candidats surtout, restent sur des positions assez différentes sur l'Ukraine, mais quand même, on est dans les derniers feux d'un soutien inconditionnel des États-Unis à l'Ukraine, et que même si Kamala Harris devait être élue présidente,
on n'aura pas du tout le même niveau de soutien, et en particulier de soutien financier. Parce qu'on a la même problématique que celle qui est apparue après l'invasion après l'entreprise irakienne, à savoir que on pose beaucoup la question de rebuilding at home plutôt que de rebuilding abroad. C'est-à-dire que ces sommes d'argent colossales qu'on consacre actuellement, notamment au soutien à l'Ukraine, beaucoup d'Américains souhaiteraient qu'elles soient investies dans les villes américaines, dans les administrations, sur les autoroutes et dans les infrastructures américaines. Et donc, la politique étrangère joue un rôle au sens fiscal du terme, parce qu'il y a une inquiétude. Elle joue un rôle parce qu'on consacre des sommes extraordinaires, mais en même temps, ni l'un ni l'autre des deux candidats ne parlent vraiment de vision stratégique, de vision politique. Et il y a sur l'international. Et il y a à ça une raison toute simple, c'est que le prochain président ou la prochaine présidente des États-Unis prendra ses fonctions le 20 janvier 2025. Et je défie quiconque dans cette assemblée ce soir de nous dire où en sera le conflit en Ukraine le 20 janvier 2025 et où en sera le conflit à Gaza le 20 janvier 2025. Si, par exemple, dans les jours ou les semaines qui viennent, Israël pratique des frappes beaucoup plus importantes sur l'Iran, on aura un paysage géopolitique qui sera radicalement transformé. Et l'un et l'autre des deux candidats s'abstiennent délibérément de prendre des positions sur une situation géopolitique qui, lorsqu'ils prendront le pouvoir, sera sans doute très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis il y a une dernière complication qui est que, on n'en parle pas beaucoup, mais Kamala Harris est aujourd'hui vice-présidente. Et qu'elle marche sur un fil, si j'ose dire, parce que d'un côté, il faut qu'elle montre qu'elle est sa propre personne, qu'elle est indépendante, qu'elle n'écoute pas son président pour décider. Mais de l'autre côté, toute forme de critique ou d'éloignement un petit peu fort par rapport à la position de l'administration Biden serait vécu comme un acte de déloyauté qui lui coûterait extrêmement cher d'un point de vue électoral. Donc, elle est très coincée et elle est un peu dans la même situation que le candidat démocrate lors des élections présidentielles de 1968, qui avait sur la guerre du Vietnam une position très très différente de celle de Lyndon Johnson, mais qui pouvait difficilement être critique. Mais à ce moment-là, il s'était déchiré, alors qu'aujourd'hui, il y a véritablement un soutien autour de Kamala Harris. AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, dit très clairement, alors qu'on sait ses positions vis-à-vis du Moyen-Orient, mais voilà, elle soutient à bloc Kamala Harris. Et d'ailleurs, elle s'est fait alpaguer par Jill Stein, qui lui a rappelé certaines réalités au Moyen-Orient. Donc, mais il y a cette volonté avant tout d'essayer de gagner à tout prix. De présenter un visage uni. Ouais. Voilà, tout à fait. Si je me permets de juste rajouter. Oui, en effet, l'élection présidentielle ne s'est pratiquement jamais jouée sur les questions de politique étrangère. Une des raisons, c'est aussi parce que depuis 1944-1945, il y a un consensus profond sur le fait que la sécurité des États-Unis peut être assurée par un engagement international, ce qui est la position opposée à l'isolationnisme de l'entre-deux-guerres. L'élection de 1940, par exemple, s'est vraiment jouée là-dessus. Et moi, il me semble qu'au-delà
la situation évidemment très, très douloureuse du conflit au Proche-Orient. La question de l'Ukraine est un clivage plus profond entre les deux candidats et peut-être plus révélateur de l'évolution de la tectonique des plaques. Enfin, ce qui est en jeu aussi derrière, à terme, c'est la poursuite de l'engagement américain dans l'OTAN et de la survie. Et ça, véritablement, c'est quelque chose qui est remis en cause pour la première fois par Trump dans la succession des présidents depuis Franklin Roosevelt en 1945. Et je pense que là aussi, c'est une, je me répète, mais une transgression majeure qu'on retrouve à un titre un peu comparable en politique économique, enfin à l'endroit d'intersection entre la politique économique et la politique étrangère sur la question de la politique douanière et d'un retour au protectionnisme. Il faut se rappeler que l'union douanière entre le Canada, les États-Unis et le Mexique a été soutenue par des présidents républicains et démocrates. Et aujourd'hui, le Parti républicain reste attaché, disons, sur les 3 dogmes de sa politique économique. La dérégulation, oui. Les baisses d'impôts, oui. Mais le protectionnisme, c'est une rupture avec le libre-échange. D'ailleurs, paradoxalement, c'est un retour aux vieilles valeurs du Parti républicain du XIXe siècle. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui, je crois, peut, dans l'hypothèse d'une deuxième présidence Trump, avoir des conséquences véritablement très lourdes pour les pays européens et pour le reste du monde, bien sûr. Merci pour l'éclairage. Ma question porte, ou plutôt, dans un peu plus d'une semaine, nous penserons aux 48 nôtres et aux 241 soldats américains assassinés par le Hezbollah lors de l'attentat du Drakkar. Ma question porte sur la perception de l'Iran aux États-Unis et quelle est la perception aujourd'hui de l'Iran aux États-Unis, et notamment pour rejoindre la question que vous avez évoquée du vote des Américains dans les campus. On a vu que durant la dernière année, les campus américains ont dû faire le ménage puisque le poisson avait pourri par la tête en évoquant l'antisémitisme qui s'était développé dans plusieurs campus américains. Et je pense ici aux directeurs de plusieurs établissements qui ont dû être écartés. Ma question est donc la suivante. Quelle est aujourd'hui dans la population américaine la perception de l'Iran et de ses soutiens? Merci. Alors, d'abord, je ne pense pas que Gabriel Attal ait été très entendu à Columbia. Et si plusieurs présidentes d'universités prestigieuses de la côte Est ont dû démissionner, c'est parce qu'elles ont été mises dans des situations absolument impossibles entre défendre un principe intangible qui est la liberté d'expression d'un côté, et de l'autre côté, gérer une communauté universitaire à laquelle le vivre ensemble semblait échapper. Et donc, c'était une situation, comme on dit en anglais, damned if you do, damned if you don't. Ensuite, cette protestation sur les campus américains ne concerne absolument pas l'Iran. On ne parle pas de l'Iran, on parle d'Israël. Et sur l'Iran, il y a deux approches. Il y a l'approche qui est une approche qu'on a déjà trouvée chez Reagan, qui parlait de l'empire du mal, mais c'était un autre adversaire, ok, mais qui donc et là c'est Trump qui diabolise l'Iran et qui va en faire le grand Satan de la région et qui est la cause de tous les maux de la région. Et puis il y a une approche qui a été celle d'Obama de négocier un traité avec l'Iran
qui, s'il n'avait pas été dénoncé par l'administration Trump, aurait permis de ralentir considérablement le programme nucléaire iranien. Et il est tout à fait possible que dans un premier moment de sa présidence, Kamala Harris relance ce processus de réattachement de l'Iran à la communauté internationale, justement aussi pour détacher l'Iran de la Russie, à laquelle, plus ou moins, l'Iran est en ce moment inféodé. Donc il y a une forme de réalisme très froid vis-à-vis de l'Iran, qui est un État voyou, et je parle en tant qu'universitaire, qui s'est plusieurs fois rendu en Iran, qui est un État voyou, qui retient des otages pour en faire le commerce, et ça je le dis très directement, et c'est la même vision qu'ont un certain nombre d'hommes politiques et de femmes politiques américains. Et il y a le principe du réalisme, c'est qu'on peut diaboliser l'Iran et entrer dans une logique qui se terminera par une frappe soit conventionnelle, soit nucléaire sur les installations nucléaires iraniennes, soit dire il y a encore une fenêtre de tir, si j'ose dire, pour la diplomatie, qui permettra de montrer que l'Iran a une société civile qui est dans un état de désagrégation actuellement extrêmement inquiétant, et que l'idée, c'est de profiter d'un reset, et l'élection de Kamala Harris serait ce reset pour recommencer un processus qui sera très très long. Mais je veux dire, il y a soit on en fait le grand Satan, soit on entre dans une forme de réalisme froid par rapport à ce qu'est l'Iran actuellement, mais il n'y a pas d'autre voie. Mais cette négociation, elle est très difficile à comprendre pour l'Américain moyen, et ce n'est pas du tout un commentaire péjoratif vis-à-vis des capacités intellectuelles des Américains. C'est simplement que ce sont des processus qui réclament en plus peu de transparence. Moins on est transparent sur les conditions de la négociation, mieux ça se passe. C'est là, il y a un moment où justement le secret a des vertus fondamentales. Mais je crois qu'il ne faut vraiment pas faire trop d'amalgame entre la question de l'Iran, la question du rapport, notamment des fondamentalistes conservateurs à Israël, avec cette alliance extrêmement forte, puissante, indestructible entre les fondamentalistes chrétiens conservateurs aux États-Unis et Israël, qui est la terre d'élu. Donc il faut bien voir ça d'un côté, il faut voir ce qui se passe dans la jeunesse américaine d'un autre côté, et là c'est vraiment la question de la Palestine qui est première. Si vous demandez à des étudiants même très bien formés quel est leur américain à Columbia, à Yale, à Princeton, à Harvard, leur position sur l'Iran, vous entendrez peu de commentaires sur l'Iran, État voyou qui étend son pouvoir par l'intermédiaire de milices sur lesquelles il a un contrôle, que ce soit en Syrie, au Soudan, au Liban ou à Gaza. La préoccupation principale, c'est ce qui est en train d'arriver au peuple palestinien à Gaza pour ses étudiants.
On a surtout parlé de la présidence, et c'est logique, mais il ne faudrait pas oublier également le rôle du Congrès. Et pour ceux que ce sujet intéresse, à propos des universités, il faut se reporter aux auditions qui ont eu lieu il y a quelques semaines ou quelques mois, où on a vu donc la présidente de l'université d'Harvard, Claudine Gay, interrogée par une représentante de l'État de New York, Stephanie, mais je n'ai plus son prénom. Comment ? Hélène, ok. Stéphanique. Ouais. Et alors, il est intéressant de regarder ça parce qu'on voit la violence d'une audition, et ça nous rappelle un peu les meilleures heures également du macartisme. Hein. Il faut... Complètement. Puis là aussi, je veux dire, là je vais être un petit peu dur, mais un degré d'impréparation et de naïveté de la part notamment de Claudine Gay qui interroge. Enfin, ce que je veux dire, c'est que n'importe quel président d'université, en plus elle est prof de sciences politiques, aurait dû savoir qu'elle entrait dans un piège dont elle sortirait mutilée. Et la prophétie s'est réalisée au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Parce que la position de ces présidents d'université, que ce soit Claudine Gay ou d'autres, était tout simplement intenable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas à la fois dire la liberté d'expression est une valeur fondamentale de la communauté universitaire, et de l'autre côté, défendre des discours qui sont des discours de haine, parfois, et des discours qui ne sont pas acceptables dans une communauté, mais qui sont juridiquement protégés. C'est exactement la même chose que ces Américains conservateurs qui défendent la liberté d'expression jusqu'au moment où, en protestation contre la politique des États-Unis, des manifestants brûlent le drapeau des États-Unis. Et là, on dit non, c'est pas acceptable. La Cour suprême l'a confirmé à de nombreuses reprises. Ça s'appelle speech plus, c'est-à-dire c'est du discours qui est suivi par des actes, et que brûler un drapeau des États-Unis, c'est une forme de parole politique qui est protégée par le premier amendement. Donc, je veux dire, cette position est complètement intenable. Et là encore, il faut voir comment le mouvement conservateur américain a été très très fin et très adroit dans l'amalgame qui a été fait entre une certaine culture woke qui s'est développée sur certains campus, entre les engagements partisans de beaucoup d'étudiants et d'universitaires américains. Mais si vous voulez, quand je vois ces amalgames géants où on met dans la même marmite woke le conflit palestinien, vous secouez, vous mettez une dose d'Iran et vous ajoutez le poisson qui pourrit par la tête et les conflits internes à cette belle institution que Sciences Po a été pendant quelques décennies. Bon, voilà, vous avez un monstre qui sort et une sorcière qui remue. Mais je crois que justement, notre fonction en tant qu'intellectuel, c'est de pull things apart, de désagréger au sens premier du terme les choses et non pas de les mélanger. Voilà, merci Vincent. Donc, les Shakespeariens apprécieront les sorcières. Si nous n'avons pas, vous me dites si vous avez des questions. Donc, bon voilà, il est 8h05, donc peut-être une ou deux questions et puis on clora la séance. Oui, bonjour, merci encore pour votre présentation. Je me demandais l'impact du projet 2025, ce projet, cette espèce de liste d'idées ultra-conservatrices portée notamment par la Fondation Héritage,
sur la politique étrangère de Donald Trump et si jamais celui-ci était élu, si ce projet avait des chances d'être appliqué. Alors, le projet 2025, pour les non-spécialistes, c'est un énorme document qui a été conçu par un think tank conservateur et qui est une espèce de liste de Noël des conservateurs américains. Et en fait, c'est assez drôle parce que c'est tout ce que les conservateurs auraient souhaité que Trump fasse pendant son premier mandat, mais qu'il n'a pas fait. Et la liste est longue, parce que, à part effectivement les 3 nominations à la Cour suprême des États-Unis, l'héritage au sens conservateur du terme de Trump n'est pas très ample. Après, vous savez, il y a une chose qu'on dit à propos des programmes des candidats pendant les élections présidentielles, c'est que la plupart des candidats à la présidence n'ont pas lu le programme de leur parti. Et ils ont raison parce que de toute façon, ils ne sont pas appliqués au sens. C'est des choses qu'on va mettre en avant dans une campagne sur des objectifs précis pour cibler des segments précis de l'électorat, mais c'est pas. On ne gouverne pas en mettant en œuvre le programme qu'on a présenté. On connaît les grandes orientations fiscales, politique étrangère, immigration et autres, mais ce n'est pas le programme 2025 qui sera mis en œuvre. Le programme 2025, il est surtout très intéressant parce qu'il révèle, un, le degré de frustration des conservateurs américains aujourd'hui, et deux, il montre à quel point eux sont prêts à vraiment remettre en question l'état de droit. Je veux dire, et je ne le dis pas pour faire écho à qui que ce soit ces dernières semaines, mais là, c'est le projet 2025, il est inquiétant pour cette remise en question, mais surtout, il est inquiétant pour quelque chose d'autre. C'est que, je veux dire, les institutions américaines ont subi, et ça, Yves-Marie serait beaucoup plus en mesure de le dire, ce que les banques subissent de temps à autre, c'est-à-dire un stress test, jusqu'où vous pouvez résister. Okay, elles ont résisté pendant un premier mandat Trump. Le stress test d'un deuxième mandat Trump risque d'être beaucoup plus inquiétant en termes de désagrégation institutionnelle. Et là, si vous voulez, il y a tout un tas de mécanismes et de normes politique que le projet 2025 attaque très directement. Donc, non, il ne sera pas mis en œuvre comme Jean-Luc Mélenchon entend mettre en œuvre le programme du nouveau Front populaire, tout le programme, rien que le programme, mais en même temps, c'est très symbolique et révélateur, un, de l'état de frustration du mouvement conservateur américain, et deux, de ses ambitions en termes de reconstruction ou de déconstruction de l'état de droit. Oui, simplement, puisque tu parlais de stress test, c'est l'idée de stress test, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une des dispositions essentielles de la grande loi de réforme, de re-régulation des marchés financiers de 2010, Dodd-Frank Act. Et ce qui est très révélateur, c'est que au moment de la campagne de 2016, le Parti républicain et son candidat Donald Trump ont proclamé haut et fort leur volonté de démanteler Dodd-Frank. Dans la réalité, ça ne s'est pas passé de cette façon-là. C'est-à-dire que l'objectif très clair d'un point de vue idéologique de revenir sur cette phase de re-régulation a tout simplement fini par perdre tout élan, tout simplement parce que finalement le secteur bancaire lui-même s'était adapté à ces normes. Et donc il y a eu quelques dispositions qui ont été modifiées, et puis on s'est contenté, je dirais, d'un rafraîchissement en somme de Dodd-Frank. Et donc là, effectivement, on voit à nouveau la possibilité, la perspective d'un deuxième mandat Trump et un certain nombre de
fétiches idéologiques reviennent au premier plan de la scène. Alors, je ne sais pas si le démantèlement de Dodd-Frank fait partie du plan 2025, mais on peut tout à fait l'imaginer. Et les réalités très concrètes de la vie économique et institutionnelle américaine n'ont pas disparu. Donc, pour aller plus loin, il va falloir effectivement les remettre en cause. Et ça peut poser toutes sortes de difficultés. Voilà, et je reprends la parole. Je crois qu'on n'a plus trop de temps pour des questions, parce que, ah oui, je sais, vous êtes nombreux à vouloir en poser. 3-4 minutes, d'accord. Monsieur le bourreau. Gilda, oui, éventuellement prendre plusieurs questions en même temps, puis on se les répartit. Merci, et merci pour votre présentation. J'ai une question, c'est un peu bizarre. Mais je viens des États-Unis et j'ai vu les réactions des Américains après la tentative d'assassiner Trump. Et je ne crois pas aux théories du complot, mais on a vu que la personne qui a essayé de tuer Trump était républicain. Et après le scandale du Watergate, on sait qu'il se passe. Selon vous, est-ce qu'il y a une possibilité que le parti républicain ou les groupes extrêmes droits aient organisé la tentative de tuer Trump pour stimuler sa campagne? Et qu'est-ce que cela dit de la politique aux États-Unis? On va collectionner les questions et après on va prendre deux questions encore et après on aura la dernière réponse à tout ça. Oui, bon, c'est plus court, mais à votre avis, quel est le vrai impact des médias sur les élections américaines? À votre avis, quel est le vrai impact des médias sur les élections américaines? Merci beaucoup pour votre présentation, mais j'ai une question pour les orateurs. Est-ce qu'il y a une indication de l'interférence des puissances étrangères chinoises, iraniennes ou russes dans cette élection-là, comme en 2016, pour assurer que les résultats de cette élection seraient en ses faveurs? Merci. Merci. Donc, Vincent, Yves-Marie, si vous voulez répondre brièvement. Et ensuite, vous pourrez vous entretenir individuellement si vous le souhaitez. Et évidemment, vous aurez même le droit à une dédicace, si vous le souhaitez, de l'un des ouvrages donc, de nos collègues. Alors, la question sur la tentative d'assassinat contre Trump, moi je pense que le fait même que quelqu'un puisse se poser la question, est-ce que ça fait partie d'un complot interne au Parti républicain du genre à qui profite le crime? Et en fait, le crime profite clairement à Trump. Et qu'on puisse avoir organisé cette tentative. Alors d'abord, d'un point de vue strictement réaliste, ils ont pris un sacré risque. Parce que là, à 1 centimètre près, on ne parlerait pas de l'élection de Trump. Okay, et d'autre part, je veux dire, effectivement, si on peut faire 2000 ans d'histoire ou 100 ans d'histoire politique des États-Unis, tout événement est susceptible d'être réinterprété à l'aune de ces théories du complot. Moi, j'y crois pas une seconde. Je sais que malheureusement, il y a aujourd'hui des centaines de milliers d'Américains, jeunes ou moins jeunes, qui sont désocialisés, qui ont perdu toute forme de repère et qui ont accès très, très librement et très facilement à des armes très lourdes. Si on est arrivé à cette situation, c'est le même concours de circonstances qui mène aux tueries qu'on a dans les lycées, dans les boîtes de nuit et autres. Et moi, j'y crois pas, mais je pense que ce qui est plus intéressant, c'est le fait même que la question se pose, qui montre
à quel point les théories du complot deviennent de plus en plus prégnantes dans notre interprétation de l'histoire. J'ajouterais juste un point là-dessus. Il se trouve que pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les sujets qui nous occupent ce soir, je me suis penché récemment à travers plusieurs ouvrages sur l'assassinat d'Henri IV. Et je peux vous dire que nous ne savons toujours pas qui a été derrière Ravaillac, dont la description correspond assez bien à celle que tu as faite de quelqu'un de désocialisé, etc. Ces événements qui surgissent dans l'histoire sont imprévisibles et suscitent toujours nos interrogations, donnent lieu à toutes sortes d'interprétations. Et il est facile d'y plaquer toutes sortes de grilles de lecture qui postulent une rationalité qui de toute façon nous échappera probablement toujours. Alors, sur la question de l'influence des médias, bon, là, on pourrait faire une veillée tardive avec un souper vers 1h du matin. Ouais. Mais il y a quand même une chose à dire, c'est que on est passé entre 2020 et 2024 à un paysage médiatique radicalement transformé. Vous l'avez vu, Kamala Harris a fait la semaine dernière une espèce de marathon médiatique qui, il y a 4 ans, aurait paru totalement déplacé. Les journalistes auxquels elle a parlé, les médias auxquels elle s'est adressée, ils existaient pour certains d'entre eux même pas il y a 4 ans. Et on est dans un rapport des candidats aux médias qui est totalement différent. Le paysage médiatique américain lui-même, hors contexte électoral, est lui-même profondément transformé pour des raisons économiques en partie, mais aussi pour des raisons politiques. Et donc, parler de l'influence des médias, c'est les médias canalisent les courants politiques. On sait qu'il y a des médias conservateurs, qu'il y a des médias plus progressistes aux États-Unis, que les médias conservateurs sont dominants très largement. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus en termes, je dirais, strictement quantitatifs. Mais les médias vendent un produit, in fine, qui, s'il n'est pas satisfaisant pour les Américains, ne sera pas acheté. Et donc, les médias ne sont pas ceux qui influencent, ou alors on revient sur les théories du complot, où derrière tel ou tel média, il y a une ou des personnes qui manipulent la population américaine. Et tous les acteurs, on dirait en anglais stakeholders de l'élection présidentielle, ont intérêt à faire valoir leur position et à la faire valoir de la manière la plus discrète possible. Plus c'est direct, moins c'est efficace. Donc je crois que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Et finalement, puis je laisserai Yves-Marie compléter et conclure, sur l'interférence. Alors sur l'interférence, il y a 2 choses. Il y a 2 étapes dans le processus d'interférence auxquelles, alors là pour le coup, les autorités américaines sont très attentives. D'abord, il y a les manipulations de campagne, c'est-à-dire la création de tout un tas de contenus fallacieux qui ont inventé. Mais là, c'est très difficile à contrôler. Il faudrait 500 000 agents du FBI pour contrôler l'ensemble des contenus qui sont mis sur Internet. Donc, et de manière répétitive, et puis surtout la production d'algorithmes qui font que quand on recherche tel ou tel type de nouvelles, je veux dire, voilà, on tombe plus facilement sur tel ou tel type de site que autre. Ça c'est un premier niveau de vérification ou de contrôle qui est très très compliqué à exercer. Je pense que tout le monde le sait ici. Enfin, il n'y a pas de mesure très efficace, sauf à couper l'Internet, quoi. Donc bon.
Le deuxième niveau, qui est à la fois plus inquiétant, mais plus rassurant en même temps, c'est l'idée que, à partir du moment où aujourd'hui 98% des Américains votent par l'intermédiaire de machines à voter, et que donc les résultats ne sont pas transmis par... On n'est pas autour comme chez nous. Ils nous regardent comme si on était au Moyen-Âge. Un Américain qui arrive et nous voit à quatre autour d'une table à jouer, non pas au bridge, mais à annoncer Macron, Le Pen et autres, le dépouillement des bulletins, pour les Américains, c'est très, très, très surprenant comme processus. Aujourd'hui, vous savez, vous votez sur une machine électronique qui ressemble exactement au distributeur automatique d'une banque. Et puis, les résultats sont immédiatement transférés. Et là, l'inquiétude, elle porte sur le fait que une puissance étrangère, que ce soit la Chine ou l'Iran ou la Russie, hack les systèmes de transmission des données électorales et fausse les résultats. Mais là, pour le coup, autant il est impossible de contrôler les contenus sur Internet et le fait que par des processus assez compliqués, on puisse refaire remonter tel ou tel site grâce à des algorithmes, autant la sécurité informatique, c'est un métier et qui s'exerce à un niveau de plus en plus complexe et de plus en plus difficile. Mais chaque pays arrive à protéger ce qu'il appelle des données cruciales ou des données souveraines. Voilà. Merci Vincent. Donc je reprends la parole, je hack la parole et je clôt donc en vous remerciant et remerciant particulièrement évidemment Vincent Michelot et Yves-Marie Péréon. Merci à tous. Et n'oubliez pas, petite dédicace si vous le souhaitez, d'un des ouvrages.